terre d'eau. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi ? Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais. Pas grand-chose. Les vaches. Le lac. Ça m'évoque les vaches qu'il y a au bord du lac. Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elles ne couvrent qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution ? Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme ? À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau. Les loutres sont restées très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On aimait beaucoup notre pays. Parentis sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc c'était une forêt humide. Pays des Landes. Elle est devenue forêt. C'est un territoire qui est longtemps considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région des Landes. Dans les mortels marécages de la Mélancolie. C'est la fille des marais. C'est elle qui l'a tué. Qui vous a permis de squatter mon mari? Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast dédié à l'écosystème des zones humides. Aujourd'hui, nous abordons un sujet controversé et souvent mal compris, les actions des chasseurs dans la préservation de l'environnement. Alors que l'image traditionnelle de ces derniers est souvent associée à la destruction de la faune et à la dégradation des écosystèmes, nous allons explorer le rôle que certains chasseurs jouent dans la conservation et la protection de notre environnement naturel. Et c'est un duo inédit, mère et fils, qui animera cette discussion. Hugues et Caroline Malo, respectivement assistants de réalisation et ingénieurs en charge de l'environnement à la mairie de Parentis-en-Born. Nous savons tous que la conservation de la biodiversité est cruciale pour assurer un avenir durable sur notre planète. Mais il est important de comprendre que différentes approches peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif. L'une de ces approches, souvent controversée, est celle des chasseurs. Quelles sont leurs motivations ? Quelles sont leurs actions ? Nous discuterons avec eux des efforts de certains pour maintenir l'équilibre naturel des écosystèmes. Nous examinerons également les initiatives de conservation auxquelles les chasseurs contribuent et comment les ressources sont utilisées pour protéger les habitats naturels. Cependant, il est important de souligner que nous ne nions pas les problèmes liés à la chasse, à la destruction d'espèces menacées ou aux pratiques non durables. Notre objectif est de présenter un panorama complet de la relation complexe entre les chasseurs et la préservation de l'environnement, en mettant en avant des exemples positifs, tout en abordant les défis et les controverses. Pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux, nous avons invité des passionnés de zones lacustres, Didier Brousse et Philippe Monnier, président et trésorier de l'ACGELB, et donc notre environnementaliste, ingénieur en charge de l'environnement pour la mairie de Parentis-en-Born, Caroline Malo, que nous avions déjà reçue lors d'un précédent épisode. Un prochain épisode avec des experts renommés dans les domaines de la conservation de la faune, de la recherche scientifique et de l'éthique environnementale nous permettra d'avoir un autre point de vue sur le sujet. Leurs connaissances approfondies et leurs points de vue variés nous permettront d'explorer les différents aspects de cette question complexe. Alors, ouvrons notre esprit, écoutons les différents points de vue et plongeons au cœur de ce débat souvent polarisant. Restez donc avec nous pour cet épisode captivant sur les actions des chasseurs dans la préservation de l'environnement. Vous écoutez Terre d'eau, aujourd'hui animé par mon assistant Hugues Malo. Quel est un peu personnellement votre rapport aux zones humides ? Oui, bon, personnellement, moi, depuis que je suis à la retraite, je suis tous les matins dans les zones humides. Donc pour moi, c'est un plaisir d'aller découvrir les zones humides. Elles sont jamais pareilles tous les matins. C'est un petit peu de la liberté. Ouais, bah moi, quand je suis arrivé en 1983 à Parentis, j'ai découvert ces bords de lac qui étaient, on va dire, inhospitaliers. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. Et bon, j'ai vu le travail qui a été fait dès le début. Donc ça a forcément donné envie de les rejoindre
pour réhabiliter toutes ces zones. Et bien justement, alors parlons de l'action de la CGELB, du coup, de pourquoi elle a été créée justement. À l'époque, qu'est-ce qui vous a poussé à la créer? Quelle était la problématique en fait de l'époque? Et M. Alibert et M. Dalou, qui chassaient dans ces marais, ont vu que le territoire était complètement fermé. Donc ils ont commencé par faire des petites platières, on appelle des platières des endroits où le gibier peut se reposer. Et donc ils ont vu que ça marchait. Le but, c'est de favoriser le stationnement, voire la nidification quand c'est possible. Et donc, ils ont fait quelques platières, ça a marché. Et vu que ça marchait, il a fallu passer à une vitesse supérieure. Et donc, ils ont créé l'association des chasseurs de gibier d'eau du Bourne. Ça fait une bande de combien, là, jusque... Là, il y a à peu près entre 150 et 200 mètres. 200 mètres, et donc vous intervenez combien de fois Alors là, on intervient une fois par an. Une fois par an. En été, après le mois de juin. Pour que la nidification, oui, juin, juillet. Après, ça dépend du niveau du lac. Si le lac était très haut, on fait un petit peu plus tard. D'accord. Mais de toute façon, les dates, c'est fin juin, après juillet et août. Parce qu'on laisse la nidification. Il ne faut pas perturber le milieu pendant... Jusqu'à fin juin. Il n'y a pas des nidifications un peu plus tardives? C'est le meilleur compromis? Pas des espèces qui sont là? Non, d'accord. Pas ici. La spécificité d'ici, c'est que comme c'est pas très large, il y a beaucoup de dérangements. Que ce soit route oui, c'est vrai. ou eau. Et ça fait que la nidification n'est pas vraiment efficace. C'est pas que ça soit pas efficace, mais elle est pas se fait pas vraiment. Très étendue, quoi. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vient avec un chien, avec les bateaux, un chien, les gens qui viennent avec un chien, le chien s'en va dans le... Tout ça, bon, si vous voulez, c'est pour ça que l'objectif de rouvrir des prairies est très bon, parce qu'autrefois, à la limite, il n'y avait qu'une prairie là, donc la nidification, elle se faisait là. Oui, il y en avait très peu. Il y en avait très peu, tandis que là, bon, il y a tout un territoire, même si c'est pas le saumon, au niveau d'inification, ça permet à des oiseaux, et puis vu la configuration qu'il y a, l'eau, les prairies humides, la végétation arbustive et après les arbres, ça profite aux grives, ça profite aux merles, ça profite à tout, quoi. Sans compter les espèces sans végétales. Espèces après, oui, mais bien sûr, à la oui. prairie, bien sûr, oui. ouverte comme ça, mais humide, oui. comme la drosera. Oui. Effectivement, des espèces protégées qui font qu'elles s'expriment vraiment et sur un grand territoire. Et donc à l'époque, les zones humides étaient, enfin le bord des lacs. Parce que le bord du lac était complètement fermé, comme disait Philippe, était inhospitalier. Et on s'est rendu compte qu'on perdait du territoire. Le but de restaurer comme c'était autrefois, c'est que vous avez le lac, les prairies, la végétation arbustive et après les arbres. À l'époque, c'était le lac et les arbres. Donc, on a essayé de restaurer ce linéaire-là. Donc, à l'origine, ça a été pour vous, pour pouvoir exercer votre passion, c'est ça? Au départ, c'était pour exercer notre passion, et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un intérêt pour la biodiversité derrière. Donc, le mot biodiversité, il y a très longtemps qu'on le connaît. Aujourd'hui, il est à la mode. Mais... Pour compléter Didier, à l'origine, toutes ces prairies, elles étaient packagées. Il y avait du bétail partout dans le nord des Landes, au bord des lacs, dans les dunes, les forêts. Et le troupeau, qui était les vaches marines, celles qu'il y a encore quelques-unes à l'Awadi de temps en temps, sur Biscarros, ces vaches marines nettoyaient le terrain. Donc ça, jusqu'aux années 50-60, où là, elles ont disparu. Bon, avec les changements dans la région, c'est-à-dire tourisme, pétrole, etc., les vaches n'étaient plus à la mode. Donc elles ont disparu, et c'est comme ça qu'on est arrivé au milieu que nous on a trouvé quand on a commencé. Les vaches ont disparu parce que c'était plus facile d'aller acheter le lait au supermarché que de traire les vaches. Les champs n'étaient plus cultivés, ou très très peu, parce que la terre ne donne pas ici. Il faut amener beaucoup d'amendements. Voilà. Et donc les vaches ont disparu. Et toutes ces zones qui étaient justement entretenues par les vaches, la nature a repris dessus beaucoup de plantes et de bestioles, dont moi je ne connais pas tous les noms, tout de suite, ont disparu. Donc notre but finalement, c'était de revenir à ce milieu-là. Et
tout doucement, on est arrivé à la même chose, c'est-à-dire remettre du bétail, quoi. Je ne sais pas si on en a parlé, mais on est sur 7 communes. On part de Sanguinet, Biscarrosse, Parentis, Gast, Sainte-Eulalie, Orient et la dernière, Mimizan. Et donc, toutes ces 7 communes, il y a plus ou moins d'activités, mais on est lié à ces 7 communes au bord des lacs. On est sur 7 communes, mais il faut le voir beaucoup plus loin, parce que le but, c'est d'avoir une continuité écologique. Donc ça part, il y a des réserves, la fédération travaille sur le bas des Landes, et le fait, c'est de faire un suivi d'action, justement, en favorisant la biodiversité. Donc du coup d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour du coup revenir à ce milieu-là ? Il faut savoir qu'on a commencé à la mer avec des broussailleuses. Donc c'était quand même assez physique. Les communes nous ont aidés un petit peu les dimanches avec des ouvriers qui prenaient le tracteur de la commune. Aujourd'hui c'est plus possible, mais à l'époque ça se faisait. Et donc vu l'intérêt du travail qui était fait, la fédération de chasse est venue à notre rencontre pour nous aider techniquement. De toute façon, depuis le départ, la fédération est avec nous. Vu que le terrain était complètement fermé, il y a eu des actions mécaniques assez importantes, parce qu'il a fallu rouvrir le territoire. Hein. Et après, une fois que le gros œuvre, si on peut dire, a été fait, après il a fallu entretenir ces territoires, parce que au départ, c'est bien beau de le nettoyer, mais si on fait rien, 3 ans après, c'est comme si on n'a rien fait. La végétation reprend naturellement le dessus. Et puis, donc, à ce moment-là, il y a des éleveurs qui nous ont... des particuliers qui sont venus à notre rencontre et qui nous ont aidés, qui ont proposé de mettre du bétail, d'acheter du bétail d'ailleurs même. Ils ont acheté du bétail et de le mettre au package dans ces zones. Alors le bétail ne fait pas tout. On est obligé de compléter par un petit peu de mécanique, mais on évite le plus possible. Tout ça est géré, bien sûr. On ne le fait pas n'importe comment. Avec le technicien de la fédération, ça dépend du niveau. Tous les ans, on fait 1/3 de la surface à entretenir, à peu près, à quelque chose de près. Mais tout cela dépend du niveau du lac. Parce que le but, c'est de ne pas dégrader les territoires. Et le bétail, c'est toujours pareil. C'est un élevage extensif. On le met 4 mois dans l'année, 4-5 mois dans l'année. Et le restant du temps, il n'est pas sur le territoire. Justement pour laisser reposer le terrain. Il y a à peu près, on va dire, 150 hectares de prairies. Enfin, de clôturés, il y en a plus de 300, mais d'intérêt, vraiment, il y a à peu près 150 hectares. Et on met dans les parcs, il y a 7 parcs, et on met à peu près 10 vaches par parc. Et donc, voilà, comment ils entretiennent alors elles mangent, mais bon, après les vaches sont comme les humains. Entre le foie gras et le pâté, elles mangent le foie gras, donc elles mangent ce qui est le plus appétant au départ. Et après, elles vont manger ce qui reste, mais pas tout. D'où l'intérêt après de nous de conclure avec le passage mécanique. C'était des prairies, ça, ici. Là, il y avait même des champs jusque derrière les balados. Ça a évolué énormément. Et ici, c'était des prairies pour le bétail qu'il y avait dans toutes les fermes. Et surtout des vaches. Et c'était les vaches qui étaient lâchées toute la journée, qui entretenaient tous les petits sentiers au bord du lac, au bord des cours d'eau, partout. Elles se baladaient toutes seules. Et le soir, elles rentraient à l'étable pour être traites et ainsi de suite. Une plante, celle qu'on voit le plus là, dans les prairies, c'est le piment royal, que les vaches ne veulent pas manger. Voilà. Ça, c'est impossible. Et donc c'est à cause de cette plante qu'on est obligé tous les 3-4 ans de passer, pas pour l'éliminer, mais pour la réduire. Et on la diminue de taille, sinon elle ferait 2 ou 3 mètres de haut, donc on la réduit. C'est à peu près la seule plante qu'elle ne mange pas. Après les saules et les zones, si elles arrivent à les prendre tout jeunes, c'est bon. C'est-à-dire que faut pas se relâcher. C'est-à-dire que si on laisse pousser un saule à 1,50 m, c'est fini, la vache, elle ne mangera plus, quoi. Et là, du coup, vous intervenez pour les enlever, s'il en reste. C'est ça, ouais. Le but, c'est de ne pas laisser repartir la végétation arbustive.
puisque des sols, il y en avait partout dans le marais, on n'a pas tout enlevé, c'est pas possible, c'est impossible. Donc tous les ans, il y a des rejets qui se forment, et bon. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une question d'entretien, il faut entretenir le milieu. Il n'y a plus de gros travaux, comme au départ, quoi. Bon, au début, l'entretien, quand on a commencé, c'était un peu sauvage, on va dire, fallait tout enlever, quoi. Ouais. Alors que maintenant, c'est plus que sélectif, même, hein, c'est du boulot GPS, quoi. L'ouvrier, il va enlever ce petit rond, mais pas à côté. Le but, c'est de recréer une mosaïque. Un petit peu, c'est le mot à la mode aujourd'hui, mosaïque. Donc de laisser des sierpes là, laisser un petit bas-fond, on n'y touche pas. Donc c'est vraiment un entretien assez fin, et qui est fait avec les techniciens de la fédération. Tous les ans, on se réunit en début de saison et on regarde ce que l'on va faire. Et une fois qu'on a travaillé, le technicien vient constater, voir pour l'année d'après si on accentue un petit peu là, voilà. Vous pouvez expliquer, Didier, où on est là? Oui, mais là on est un petit peu plus bas, on est sur Biscarrosse. Et donc on est en bordure du GR, puisque le chemin est un GR. Et donc on est devant un trou d'eau. Et on s'aperçoit que de l'autre côté du chemin, l'eau est très basse. Un trou d'eau qui est dans la zone du marais, et voilà, côté lac. Qui est dans la zone, et lui qui est bien rempli, et qui à la limite, même c'est pas la limite, c'est sûr, il est plus haut que le lac. Ouais. Donc la zone humide fait bien son travail, elle garde l'eau. Travail de réserve, travail de tampon, quoi. Ouais. Et le fait que vous entreteniez un milieu ouvert fait aussi que les arbres pomperaient beaucoup plus, oui, s'il y avait des arbres, ils pomperaient l'eau. Il y aurait moins de réserve d'eau. Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous disais, les marisques, là, les joncs, là, avant, envahissaient toute cette plaine, aujourd'hui, qui fait à peu près 3-4 hectares. Et donc, aujourd'hui, les marisques, ils sont dans des endroits bien déterminés. Oui. Parce que ça étouffe beaucoup, voilà. C'est très dense. Vous m'avez dit que ça montait sur combien de hauteur? Jusqu'à 2 mètres. 2 mètres de hauteur, donc ça étouffe. C'est très dense. Alors, bon, il y a l'utilité pour quelques espèces animales, mais bon, c'est le rapport bénéfice est très nettement... Ouais, donc on les restreint, à certains secteurs. Il faut les contenir. Pour laisser le reste, la prairie s'exprimer. Le piment royal, lui, est beaucoup plus aéré. Même s'il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus aéré. Et il y a plus... Avant, vous m'expliquez que le piment royal, il était utilisé pour chasser les mouches, c'est ça? Voilà, tout à fait. Les anciens coupaient des bouquets de piment royal, le mettaient à l'envers dans les granges ou dans la maison, et les mouches se mettaient à l'intérieur. Et une fois que les mouches étaient à l'intérieur, ils mettaient le bouquet à la cheminée. Et oui, parce que tous ces milieux de prairies qui avaient beaucoup disparu par rapport à l'installation de la forêt landaise et puis à l'embroussaillement de ces zones, c'est aussi toute cette diversité entre guillemets ethnobotanique où il y a des savoirs, quoi, des bénéfices de ces plantes. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu, et ce serait intéressant de remettre ça aussi dans la connaissance de la jeunesse. Voilà. Que maintenir cette prairie ouverte, ça veut dire aussi maintenir des espèces qui sont bénéfiques pour l'homme et on a à réapprendre. Ah oui, tout à fait. Et donc l'association a une présence quotidienne, vous le disiez. Il y a un ouvrier de toute façon qui travaille tous les jours. Ouais. Un ouvrier qui travaille tous les jours. Plus moi, maintenant je suis à la retraite, donc je passe tous les matins le voir pour voir ce qu'il y a à faire. L'entretien des clôtures, il y a 45 km de clôtures. C'est l'association qui a financé toutes les clôtures, ça c'est important. Oui. Les clôtures, avec la fédération, parce que la fédération paye au niveau des zones chassables, elle paye 50% du matériel, et comme elle a la réserve, elle prend 80%. Et enfin, on a tout planté à la main. Planter oui. Et ça, tout ça, c'est du bénévolat. Du bénévolat, du bénévolat de l'association. Donc vous avez vu le résultat concret de vos actions au fil des années. Et donc du coup, je ne sais pas si vous avez justement, quel a été le résultat concret, quoi. C'est-à-dire en termes de retour d'espèces peut-être, ou en termes de sur la vue du lac, pour les gens, pour... Alors ce qu'il y a au niveau de la vue du lac, vous avez pu le constater maintenant quand vous passez ou que vous promenez sur le GR, on voit les zones humides plus le lac. Autrefois on voyait
que la végétation arbustive, c'est tout. Donc bon, il y a un intérêt visuel. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a des espèces qui sont revenues, vu que le territoire s'est ouvert, ça a profité à plein d'espèces, pas qu'à la chasse d'ailleurs, parce que la biodiversité ne s'arrête pas qu'à la chasse. Il y a des sauterelles, il y a des lézards, il y a des libellules, il y a des papillons, tout ça est revenu. Alors, la végétation était là, mais elle était étouffée. Donc, le fait de rouvrir a permis justement de voir revenir la drosera qui a explosé. Il y a plein d'espèces. Un chausse-pour blanc, enfin bon, la linégrette. Mais toutes ces espèces-là, elles existaient quand c'était les vaches marines. Donc après, elles ont été, comme le dit Didier, étouffées, mais elles sont restées malgré tout. Ça fait que quand on a ouvert, progressivement, on les a vues réapparaître. On n'a pas vu réapparaître tout la première année. Hein. On voit toujours réapparaître quelques espèces qu'on n'avait pas encore vues et qui arrivent. Donc on est en train de reconstituer le milieu originaire, quoi. Mais ça prend du temps. Plus de temps à réhabiliter qu'à détruire. Oui, mais ça fait que 40 ans bientôt qu'on y travaille. Donc on a quand même un petit retour d'expérience qui n'est pas à négliger. C'est pour ça. Et du coup, d'ailleurs, ça a été quand même un super retour, on va dire. Et donc, les gens s'en sont rendus compte autour. J'imagine que la mairie ou que tout ça... C'est-à-dire, ils sont tellement rendus compte que depuis 2014, on est association de protection de l'environnement au niveau départemental. C'est-à-dire que même les instances étatiques, on va dire, se sont rendus compte de notre action et on a cette habilitation. Ce qu'on vous a peut-être pas dit quand même, c'est que quand on a fait toutes ces prairies, quand on a commencé à faire ces prairies, qu'on a vu le résultat, on s'est tout de suite dit là, on va être embêté. Maintenant que c'est fait, il y a des gens qui vont vouloir mettre des campings, des trucs, parce que c'est pas des terrains qui nous appartenaient, c'est des terrains communaux, tout ça. Hein. Donc on a inventé un concept dans les années 80, ça n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'on a passé des conventions notariées avec toutes ces communes, et pendant 12 ans, on a la gestion exclusive de ces zones. C'est-à-dire que pendant 12 ans, c'est nous qui... C'est comme si on avait un loyer, quoi, comme on était locataires. Et on a ces zones-là, et c'est renouvelable tous les 12 ans. Là, on est au 4e renouvellement, quoi. Donc ça doit être qu'on ne fait pas trop mal le boulot, quoi. Après, ça intéressait aussi les communes. Les communes ont très bien compris, tout à fait depuis le départ, qu'il y avait un enjeu, puisque les chasseurs allaient s'occuper de la gestion de ces milieux. Ils n'avaient pas à le faire. Donc, puis à l'époque, c'était vraiment secondaire. Aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu différent, mais... Est-ce que vous pensez que votre image de chasseur, des fois, peut un peu entacher sur vos actions qui sont pourtant très concrètes? Non, parce qu'on a quand même la chance d'être dans un territoire où la chasse est quand même ancrée. Ici, près toutes les familles ont ou connaissent des chasseurs, quoi. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Ouais, non. C'est vrai ce que dit Philippe Aymeret. C'est vrai que même pendant les visites que l'on fait, s'il y a des gens qui ne sont pas pour la chasse, c'est leur droit, tout à fait. Ils arrivent à comprendre l'intérêt que les chasseurs ont eu à réhabiliter ces zones. Ça profite à tout le monde de toute façon. Est-ce que vous faites des suivis de population d'espèces, d'évolution, Est-ce que ça fait partie de vos actions ? Il y a des suivis qui sont faits par la Fédération des chasseurs des Landes qui font des comptages. Hein. Donc oui, on a vu revenir les bécassines. Aujourd'hui, vous avez des hérons garde-bœuf en pagaille dans les... Bon, ça c'est dû plutôt au retour des vaches. Hein. Parce que ça va en même temps. Après, vous avez les hérons, la loutre. On a beaucoup d'études qui ont été faites par l'Université de Bordeaux, là, tous les scientifiques, alors pour les plantes, animales un peu moins, je dirais, mais c'est surtout les plantes et les odonates, quoi, les papillons et tout ça. Là, il y avait des gens, au début, tous les jours quasiment, dans les marais, des étudiants et des chercheurs de l'université. Donc eux nous renvoyaient leurs constatations, leurs comptages et tout ça. Bon, maintenant, on est un peu plus rentré dans la normalité, on va dire, donc ils viennent un peu moins, je dirais, on les voit moins. Bon, nous, le grand souci que l'on a, Philippe en parlait, c'est l'érosion. Parce qu'aujourd'hui, nos zones humides se diminuent tous les ans. Parce que vous n'entendez parler que de l'érosion marine sur Biscarrosse-Plage, par exemple. Mais on a la même érosion sur les lacs. C'est-à-dire que nous, on a perdu, je sais pas, suivant les endroits, 15 mètres de prairies, enfin de marais. Oui. Ouais, ça recule. Donc, comme on est sur le côté ouest, là,
forcément, chaque tempête et chaque coup de vent, eh ben, c'est pas rare que du soir au matin, on ait perdu 1 mètre, quoi. Et d'où l'intérêt d'avoir une gestion assez fine des lacs. Alors c'est très compliqué, parce que bon, les apports d'eau importants qui arrivent aujourd'hui font que pour gérer les lacs, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a toujours, je pense, moi, la possibilité d'anticiper un petit peu. Aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Il va falloir, je pense, discuter sur les niveaux de lac, tout ça. Bon, aujourd'hui, l'urbanisation est là. L'eau arrive très vite dans le lac, et le lac monte très vite. Il monte de 10 cm en week-end s'il pleut beaucoup, quoi. Et comme la nature, elle est pas mal faite, mais elle est faite comme ça, il n'y a qu'un exutoire, c'est mimisant, et il y a 2 grands lacs qui se déversent dans un petit lac, et donc il faut le gérer, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces lacs, là, ils sont très récents. À l'échelle de l'humanité, ils ont 2, 3, 4 000 ans, quoi, pas plus. Donc ils sont encore en train de se former à la limite. Donc ce qu'on appelle érosion, bah, finalement, c'est l'évolution du lac. C'est-à-dire que les dunes elles bougent, et le lac il bouge, tout bouge, quoi. Donc bon, ça de toute façon on ne luttera pas contre. Voilà, la nature, elle maîtrisera. Maintenant, c'est sûr que l'activité humaine accentue ce phénomène, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes en bénévolat ou est-ce que... Bon, en gros, on est 350 adhérents à peu près. Bon, adhérent, vous savez ce que c'est qu'un adhérent, c'est quelqu'un qui donne un petit peu de sous et ça s'arrête là. Après, on peut dire qu'on a une trentaine de bénévoles, que si on avait vraiment besoin, on les appelle et ils viendront nous filer un coup de main. Et puis après, il y a, je sais pas comment on peut appeler ça, les super bénévoles, quoi. Mais bon, là, on descend en dessous de 10. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont mobilisables à tout moment et tous les jours, quasiment, quoi. Mais voilà, donc l'ouvrier, après, fait le boulot la semaine, le week-end, c'est nous. Parce que ce qu'il faut quand même bien se rendre compte, c'est qu'en 85, c'était les mêmes personnes qu'aujourd'hui, d'accord ? Donc elles avaient 40 ans de moins. C'est-à-dire que moi et Didier, on était petits genoux, quoi. Mais maintenant, on est moins genoux. Et le renouvellement ne se fait pas. Alors, pourquoi ? Peut-être que le bénévolat a plus de mal, ça, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que les milieux, vous êtes jeunes, par exemple, quand vous passez devant, vous devez sûrement avoir l'impression qu'ils ont toujours été comme ça. Donc, vous n'avez aucune idée de comment ça pouvait être avant qu'on arrive. Et que si on arrête, mais il l'a dit tout à l'heure, 3 ans, ça sera comme on a connu dans les années 80. Et... c'est-à-dire que dans les années 80, ça venait de soi d'aller aider la CGLB, quoi, vu l'état du terrain, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. Non, c'est ça, et donc du coup, c'est par passion, en fait, pour le milieu en lui-même. C'est devenu, au-delà de la passion de la chasse, c'est devenu la passion du milieu pour vous, parce que vous faites ça gratuitement et depuis 40 ans. Donc ça a été quoi votre vraie motivation pour faire ça, en fait ? Qu'est-ce qui vous donne envie de donner autant ? Franchement, je crois que l'être humain, il a une mission à remplir. Et l'être humain détruit la nature, mais il faut aussi la protéger, et nous, on fait partie de ceux qui la protégeront. Et on en a le résultat, de toute façon, quand on voit les zones humides comme elles sont. On a de la chance, c'est qu'on fait je ne vais pas dire d'écologie, parce que c'est un mot tellement galvaudé, qu'on fait de l'environnement, on va dire, et ça se voit. C'est-à-dire, quand on bosse, on a le résultat. C'est pas comme les gens qui font ça dans un bureau et qui font des super trucs, mais on ne sait jamais si ça marchera ou pas. Nous, on le voit immédiatement que ça marche. Donc ça nous pousse à continuer, forcément. Et là, le gros de notre boulot maintenant, c'est de transmettre. C'est-à-dire que on s'arrange pour, notamment vis-à-vis des scolaires, montrer notre action, leur expliquer que tout n'est pas foutu, même si on le dit le contraire, que en travaillant bien, il faudra des années, il faudra travailler beaucoup, mais on peut avoir un résultat, quoi. Donc ça, on essaie de transmettre aux scolaires et de leur faire toucher du doigt la biodiversité et tout ça, quoi. Voilà, ça c'est notre gros boulot actuel, vu que les gros travaux sont... il y en aura encore, hein, mais ils sont plus derrière nous que devant nous, quoi. Donc pour vous donner une idée, cette année, on a fait toutes les classes de seconde SVT du lycée de Parentis. Donc tous les profs de SVT sont venus au bord du lac une matinée
par classe. C'est-à-dire pour nous, c'est un petit boulot parce que c'est des classes de 35 élèves. Donc les scolaires, ça peut être Sanguinet, comme ça peut être Biscarrosse, Parentis, etc. Donc ça fait que une année normale, on passe 400-500 scolaires, on va dire, en visite, ce qui est pas mal quand même. Et en plus, l'été, on fait des visites guidées pour les touristes ou les nouveaux habitants du coin, comme il y en a pas mal, mais bon, ils se déplacent pas trop, ceux-là. Mais bon, pour eux aussi. Et on fait des visites. Alors à Sanguinet, tous les mercredis matin. Gast, les mercredis à 18h. Et Parentis, le jeudi à 9h. Et tout ça, le mois de juillet et août. Et vous leur présentez donc votre action, votre histoire et... Ouais, c'est ça. On part un peu comme on a dit là, quoi. On part des vaches marines, la formation des lacs. On parle également de la formation des lacs, puisqu'on est intimement lié au lac. Après, on fait la flore. Donc on montre toutes ces plantes patrimoniales remarquables, c'est le mot. Ensuite, la faune. La faune, c'est plus souvent sur plan que sur image qu'en réalité, parce que la faune, contrairement aux plantes, ne reste pas au même endroit, donc c'est un peu plus dur. Et puis, on appelle ça les activités liées au milieu. Alors, activités liées au milieu, c'est la tonne, par exemple. La chasse du gibier d'eau à la tonne. Donc ça, on le fait également. Et le sommet, ce qu'ils préfèrent, c'est donner un petit morceau de pain aux vaches. Normalement, on finit par là et ils partent avec un grand sourire. Moi, je vois à la tonne, puisque les gens viennent à ma tonne visiter, où je leur explique comment on chasse. J'ai un carnet où ils laissent leur appréciation. À aujourd'hui, j'ai aucun retour négatif. Pourtant, il y a des gens qui ne sont pas forcément pour la chasse. Mais bon, si on leur explique... Il y a... Là, par exemple, les jeunes de seconde, là, ils leur ont donné un questionnaire à la fin, leur prof. Et le retour de ce questionnaire, il y en a 100 qui ont répondu, et c'était à 80% très favorable à la visite, on va dire. Et moi, les profs m'en ont parlé, ils m'ont dit on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en général, c'est le contraire. On leur fait des visites et ils sont jamais contents. Et dit là, c'est exceptionnel. Dernière précision, toutes ces visites, c'est gratuit. Oui. On ne fait rien payer. Hein. Pour nous, la nature, ça ne se fait pas payer. Donc parce que vous arrivez à concilier vos passions en termes de temps, est-ce que vous arrivez toujours à avoir du temps pour votre passion de la chasse si vous chassez toujours, parce que je crois que la CGELB, il n'y a pas que des chasseurs. Il est vrai que les adhérents, soit ils sont chasseurs, soit ils sont liés d'une manière ou d'une autre à la chasse, quoi. Mais on a très peu d'adhérents qui... il y en a pas qui peuvent ne pas aimer la chasse, puisque dans notre intitulé, c'est l'association des chasseurs. Donc voilà. Celui qui adhère, il le sait. Voilà. On ne cache pas nos origines. Il n'y a rien à cacher. La CGELB, au début, ça s'appelait la CGEB, l'association des chasseurs de gibier d'eau du Born. D'accord ? Donc c'était bien une association de chasseurs. Et là, on a assez vite évolué dans les années 90, et on a changé de nom en passant à CGELB, l'association des chasseurs gestionnaires de l'environnement lacustre du Born. Vous voyez la différence, on est passé de chasseur de gibier d'eau à gestionnaire de l'environnement lacustre. Ce qui était la réalité. Voilà, c'est ça. Il y a eu un virage. Quand on s'est rendu compte de ce qu'on faisait pour la nature, parce que quand on a commencé, faut pas se voiler la face, c'était pour aller chasser les bécassines, hein, donc voilà. Et après, on s'est rendu compte que les bécassines, notre intérêt. C'était 1/10 de notre temps, mais le reste, c'était la nature. Hein. Et ça continue comme ça, quoi. On passe plus de temps à réhabiliter qu'à chasser. Il faut savoir que la chasse, on ne chasse pas toute l'année. Il y a des périodes de chasse. Donc ça veut dire que pendant un petit moment, on est à la tonne ou dans le marais. Donc ça commence au mois de septembre, ça finit fin janvier. On n'y est pas tout le temps. Parce que suivant le temps, on reste à la maison, on est comme tout le monde. Et donc il y a une pression de chasse qui n'est pas très énorme, même pas énorme du tout. Pour donner un exemple, là, sur Parentis, les tonnes chassées, c'est entre 20 et 30, je dirais. Une vingtaine de tonnes. Donc vous imaginez que la nuit, au maximum, ils sont 2 par tonne.
Donc ça va faire une 40aine de personnes, pas toutes les nuits. Toutes les nuits, il doit y en avoir 2 ou 3 qui sont occupés. Après, les chasseurs à pied, c'est-à-dire les chasseurs de bécassines principalement. Ouais. Alors là, on peut faire des jours ou des semaines entières sans en voir un seul. Donc, non, la pression de chasse au bord du lac, elle est vraiment minime. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en baie de Somme, où on n'est pas dans le même monde du tout. De toute façon, c'est pas la même chasse. C'est-à-dire qu'une tonne ici... je sais pas, ça fait entre 10 et 20 pièces pour ceux qui ont réussi leur saison. De toute façon, en moyenne... La saison entière. Oui, en moyenne, quand on fait la moyenne, on arrive à un demi-canard par nuit. Sur la saison de chasse, nombre de nuits et pièces prélevées. Donc, par contre, on se régale les yeux, on voit du gibier. Et la nature. C'est bien pour ça que le monde de la chasse est très mal connu. Mal connu, et les chasseurs, ça fait 40 ans qu'ils s'occupent, voire 50 ans, qu'ils s'occupent de la biodiversité. Alors c'est zones humides ou ailleurs, planter des haies, et c'est vrai qu'on ne sait peut-être pas le démontrer. Et notre action au niveau des zones humides le prouve. C'est vraiment... c'est du visuel. C'est du visuel, il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas que de l'écriture. Quand on va sur les bords de lac, on est bien obligé de constater. Parce qu'en fin de compte, le côté chasseur, c'est aussi le côté sur le terrain, le côté... Enfin, vous connaissez cet espace, mais qui mieux qu'un chasseur ou un pêcheur connaît la nature? On y vit dedans. Notre passion, c'est la chasse, donc on est obligé de s'imprégner de la nature. Et c'est là qu'on la voit vivre, qu'on peut constater s'il y a des actions qui marchent, qui ne marchent pas. Les chasseurs, c'est assez simple à fédérer, on va dire. C'est-à-dire que si on leur donne un but et qu'ils ont l'impression que c'est bien, ils vont se grouper et ils vont faire le boulot. Et en général, c'est des manuels en plus. Et nous, on avait du boulot manuel à faire, c'était pas intellectuel. Donc, après, vous avez d'autres corporations qui vont essayer, mais ils vont se mettre autour d'une table et ça va durer des années autour de la table avant de commencer à envisager une action, quoi. Nous, c'est pas notre cas, c'est les tours de table, c'est vite fait. Non, et puis on avait déjà, comment dire, le visuel des marais, puisqu'on pratique la chasse dedans, on voit comment ça se comporte, on voyait où les oiseaux pouvaient se poser, on voyait où ils ne se posaient pas. Donc le fait de rouvrir tous ces milieux-là était une explosion. Oui, puis on l'a vu se dégrader, malgré notre action, on l'a vu se dégrader tout doucement. C'est-à-dire, les plantes invasives, par exemple, on les a vues arriver, on ne savait même pas d'où ça arrivait. Et les espèces qui ont disparu, je sais pas, l'écrevisse à pattes blanches, le vison. Ouais. Le vison d'Europe, par exemple, les cistudes qui commencent à être bancales aussi, enfin voilà. Quand on a commencé, en 85, y a des mots qui n'existaient pas, environnement, écologie, ça n'existait pas. Donc les seuls qui, sur le terrain, défendaient ces territoires, c'était nous. D'accord ? C'est-à-dire que quand il y a un camping qui voulait s'implanter, ceux qui luttaient, c'était nous pour l'empêcher. S'il y avait un golf, c'était nous. S'il y avait des constructions, c'était nous. Il n'y avait personne d'autre. Il y avait nous. Point. Et maintenant, on est Natura 2000, SNIEF, site classé. Enfin tout le monde veut aller manger un peu le gâteau, là, mais les seuls qui sont encore sur le terrain, c'est nous. Aujourd'hui, c'est vrai que arrivent aujourd'hui plein de personnes qui sont en charge de l'environnement, donc qui connaissent leur métier, pas de souci, mais qui ne connaissent pas le terrain. Et nous sommes là pour leur apporter cette information complémentaire que l'on a. Et on essaie de travailler tous ensemble. Terre d'eau, une production Zeuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malo et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, #Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le pays Land Nature Côte d'Argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.
terre d'eau.